Bien, bonsoir, merci à tous d'être présents ce soir. Donc, on va travailler ce soir sur le social et dans le cadre de notre réflexion sur le projet de territoire, c'est forcément un chapitre important. Un territoire, ça n'existe pas que par les infrastructures, les superstructures, les constructions, ça existe par rapport à des habitants. Et donc la question sociale forcément doit être très présente dans nos travaux. On a la chance d'être sur un territoire qui se développe et qui produit des richesses dans le cadre d'un mouvement qu'on appelle la métropolisation, qui fait qu'aujourd'hui Nantes est un territoire actif et attractif. Mais comme on le dit, l'ombre voyage aussi avec la lumière, ou voyage toujours avec la lumière. C'est-à-dire que derrière cette métropolisation qui produit des emplois et des activités, suit également un corollaire où apparaît un corollaire qui est celui de la précarité, de la pauvreté et d'un nombre de plus en plus important de situations sociales difficiles. Dans ce contexte, nos travaux sur la perspective territoriale n'auront de sens que si elles prennent en compte l'importance de ces phénomènes sociaux qui touchent la société contemporaine. Les discours sur les causes sont très nombreux, mais les propositions de solutions et d'actions le sont un peu moins. Et donc le Conseil a choisi d'entendre ceux qui sont les acteurs au quotidien sur le traitement de ces ruptures sociales. Donc sous l'égide de la délégation animée par j'ai un trou le prénom, Christian Davias, le Conseil engage un programme d'audition de responsables de grandes associations qui œuvrent dans ce domaine. Et dans ce cadre, on reçoit ce soir Paul Rose, qui est directeur de l'association L'Étape, et qui me rappelait qu'on avait eu l'occasion effectivement de se croiser il y a quelques années autour de la création du Fondes, dont il a assuré la présidence. Il va bien sûr nous présenter l'activité de l'association, mais nous sommes aussi intéressés par son point de vue plus général sur l'évolution de la précarité, sur les moyens mis ou à mettre en œuvre, sur les enjeux, sur les risques de rupture. Quand on se projette à 20 ans, on a souvent ce débat entre nous. Quelles sont les ruptures qui risquent de se produire dans cette période? Et sur les perspectives, et j'ajouterais aussi sur les associations, sur la situation des associations qui opèrent auprès de ces populations. J'ai noté que vous avez décidé récemment de constituer un groupement de diverses associations au niveau régional parce que vous pressentez certaines difficultés liées sans doute au financement des associations, mais peut-être vous pourrez nous en dire un mot également ce soir. Nous sommes chargés d'enrichir la démarche projet de territoire à l'horizon 2030 et nous sommes bien sûr intéressés à ce que Paul Rose pourra nous dire sur les attentes vis-à-vis de ces populations et par rapport à ces ruptures sociales, en se projetant sur effectivement une période d'une vingtaine d'années à venir. Ensuite, après cette soirée, on entendra d'autres acteurs, je vais vous les rappeler. C'est lundi prochain qu'on reçoit Jean-Luc Le Draine, qui est le maire d'Indre, pour évoquer la question de l'accueil des Roms, un sujet dont on parle souvent, et il se trouve que à la tête de la commune d'Indre, il a pris un petit peu le problème par le bras. Il s'est affronté au problème. Il a des choses à nous dire. On entendra également les responsables des Restaurants du Cœur, de Partage 44, qui est fidèle et qui est présent régulièrement à nos travaux, d'entreprises dans la cité et sûrement d'autres acteurs par rapport à ces questions des disparités et des ruptures sociales. Voilà, j'en dis pas plus. Peut-être Christian veut un petit mot. Juste un petit mot. Oui, tout d'abord, je voudrais excuser ma coéquipière Catherine Maillot, qui a été prise par une autre réunion, je crois, en plus de ses occupations familiales. Oui, la population au cœur de notre territoire, ça a été dit. Voilà, en gros, notre fil conducteur. Nous recevons ce soir Paul Rose, qui va nous parler bien sûr de son association et des grands enjeux sociaux.
j'ai parcouru un petit peu le site de son association. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention, c'est le principe de laïcité humaniste. Et c'est pas souvent qu'on affiche ce genre de principe, et c'est quelque chose qui m'a accroché, parce que c'est une notion qui me paraît forte, essentielle, comme on dit, car elle est de nature à redonner confiance à la société aux personnes fragilisées, et surtout en les mettant à l'abri des récupérations idéologiques. Ça me paraît, disons, de l'afficher quelque chose d'important. C'est vrai, ça a été rappelé, notre société est dans un contexte difficile, et c'est hélas une évidence, mais la précarité qui mène trop souvent à la pauvreté et à l'exclusion, c'est quelque chose de bien établi et durablement, malheureusement. On cite souvent le chiffre de 15% de personnes dans l'agglo qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Ça m'a toujours paru énorme. Ça m'a toujours paru énorme et porteur de grosses inquiétudes. Voilà, donc ça veut dire que la prise en charge, ou tout au moins l'aide à ces personnes, est quelque chose d'indispensable. Et non seulement notre société, j'estime qu'elle a les moyens de les aider, mais aussi qu'elle en a le devoir. Et c'est vrai que le monde associatif a mis en place tout un réseau d'aide, mais qui malheureusement est en passe d'être débordé. Donc notre travail un petit peu dans nos commissions, c'est bien sûr d'écouter ceux qui agissent déjà dans ce domaine, mais c'est notre axe de réflexion sur les territoires dans le cadre des évolutions sociales. Mais je pense qu'il faudra envoyer un signal fort aux décideurs pour que ceux-ci, s'ils ne peuvent toujours agir sur les causes, au moins regardent d'un œil plus attentif le monde associatif qui s'occupe de ces grands problèmes sociaux. Voilà, écoutez, je vous passe la parole et vous allez nous parler de tout ça. Merci. Bon, je suis rassuré puisque j'ai bien entendu qu'il y avait une série d'interventions et que vous aurez d'autres contributions qui compléteront la mienne, parce que quand je vois l'ambition qui est la vôtre de contribuer à éclairer ou à éclaircir les perspectives Nantes dans 30 ans, dans 20 ans, 2030, voilà, c'est déjà pas mal, 20 ans. Nantes dans 20 ans, je me sens bien petit, bien fragile et bien incompétent pour apporter autre chose qu'une pierre et un éclairage parmi d'autres. Donc tout d'abord, merci de m'accueillir. Merci de l'intérêt que le Conseil de développement exprime envers les actions de l'association L'Étape, et donc de m'inviter à vous faire cette présentation ce soir. Alors, avant de rentrer dans le corps du sujet qui est les personnes en situation de précarité, je crois qu'il est d'usage qu'un intervenant se présente, et j'ai donc préparé à me conformer à la coutume. Donc, je suis directeur de l'association L'Étape. Alors, l'association L'Étape, c'est une association d'action sociale et médico-sociale que je vais présenter. La présentation correspond à un document que plusieurs d'entre vous ont pu prendre à l'entrée et qui reprend effectivement beaucoup d'éléments qu'on retrouve également sur le site de l'association. Donc je suis directeur depuis maintenant environ 25 ans, les années 85-86. Je suis diplômé de ce qui s'appelait à l'époque l'école nationale de santé publique, ce qui s'appelle aujourd'hui l'école des hautes études en santé publique. J'ai dirigé plusieurs structures et plusieurs établissements avant de travailler à l'association L'Étape, et y compris à l'association L'Étape, je n'ai pas toujours été directeur de l'association.
Alors, j'ai exercé plusieurs missions, et tout particulièrement une mission qui a trait au sujet que nous abordons ce soir. C'est-à-dire que j'ai été membre pendant plusieurs années du Conseil supérieur de travail social, et j'ai participé au rapport sur la situation des personnes en grande pauvreté et en grande précarité. Alors, je suis également formateur et membre de jury pour les formations et les diplômes de directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux dans le cadre de l'EHESP. Alors localement, je siège dans un certain nombre de commissions. On peut en citer quelques-unes. Je suis membre de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées. Je suis également membre de la conférence de territoire pour le département de Loire-Atlantique de l'Agence régionale de santé, et donc à titre bénévole, j'assure la présidence d'un organisme que donc vous avez cité et que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui s'appelle le FONDES, et qui est le fonds régional de France Active. Alors France Active, on en entend un peu plus parler depuis quelques semaines, puisque un des responsables nationaux, c'est Claude Alfandéry, et que Claude Alfandéry, avec Monsieur Essel, avec Edgar Morin, Edmond Maire et Christian Sauter, donc qui est président de France Active. Donc c'est une équipe avec laquelle j'ai la chance, parce que je considère que c'est réellement une chance, de travailler de façon régulière. Alors, et c'est vrai que cet engagement-là me donne une autre casquette que celui de l'association L'Étape par rapport à l'analyse que nous pouvons faire du tissu associatif et des associations en tant qu'entreprise sociale chargées de mission de service public et qui ont besoin effectivement bien sûr de moyens financiers, mais aussi de soutien et souvent d'organisation structurelle peut-être différente, alors de celles qu'elles ont, mais c'est un univers qui est très différencié, qui est très hétéroclite, on pourrait dire, et il est vrai que le FONDES agit dans ce domaine-là pour consolider les associations en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc au cours des échanges, c'est des aspects que nous pourrons aborder sans problème. Ce que je vous propose, c'est une soirée en 3 points. Un premier point, c'est une présentation de l'association. Un deuxième point, c'est une mise en exergue de certains thèmes transversaux. Et vous verrez qu'ils sont loin d'être complets, et vous en avez certainement beaucoup d'autres qui pourraient être ajoutés à ceux que je vais vous proposer. Et la troisième partie, qui va être la plus importante, c'est la partie d'échange entre nous et de débat. Donc, l'association L'Étape, quelques éléments d'histoire. Alors, c'est beaucoup de texte, mais c'est un texte que vous avez également sous les yeux. Vous voyez, c'est une association créée en 1958 par une équipe de visiteurs de prison. Le premier président était Monsieur Champenois, qui a également été président donc du port autonome et de la chambre de commerce, qui était un industriel nantais. L'association L'Étape a démarré dans les années 55-58, quartier de la Pilotière. À cette époque-là, à Nantes, c'était cité de transit. Et très vite, l'association L'Étape a construit un centre qui se trouve à la Tournière à Carquefou. Alors, ce qu'on ne dit pas et ce que les plus anciens savent lire entre les lignes, alors, l'un des constructeurs du centre de la Tournière est au premier rang, donc bien sûr, non seulement je le salue, mais je comprends qu'il sourit parce que c'est un site qu'il connaît bien. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que à cette époque-là, qui était accueilli ? Et en fait, pour une part importante des personnes accueillies, il s'agissait d'anciens d'Indochine, c'est-à-dire des gens qui avaient vécu un traumatisme psychique, également des traumatismes physiques, et qui au retour en métropole, une fois démobilisés, alors certains également anciens d'Algérie, qui une fois démobilisés, n'ont jamais réussi à retrouver un équilibre de vie,
et ont dérivé. Alors la rue, les troubles psychiques. À l'époque, on ne parlait pas de handicap psychique, mais effectivement, l'association L'Étape s'est positionnée dès cette époque-là envers des personnes qui étaient des victimes et des accidentés de la vie et qui, de ce fait, posaient des problèmes de société et des problèmes d'insertion. Donc, les années 68 et jusqu'aux années 74, un centre à la campagne avec des ateliers, avec de l'hébergement et de la restauration et une partie du personnel qui habite sur place. C'est le mode de construction des établissements de cette époque-là. Un autre établissement qui a été construit dans la même époque, c'est l'hôpital de Montbert, qui est construit exactement sur les mêmes conceptions. C'est-à-dire que on mettait à l'écart de la ville, dans des sites relativement clos, les personnes pour y vivre. Cette conception-là, elle a continué à exister pendant de nombreuses années. Et au niveau de l'association L'Étape, dès l'année 74, il nous est apparu, alors ce n'était pas moi, c'était des collègues avant moi, bien sûr, il nous est apparu que cette formule de mise à l'écart avait beaucoup de limites, puisque mettre à l'écart pour dire que nous allons insérer, et on le comprend bien, il y a un paradoxe qui est même plus qu'un paradoxe, puisque c'est une véritable contradiction pour un certain nombre de personnes, et une fois qu'on les a mises à l'écart, c'est encore plus difficile de les faire revenir dans le système social. Donc, dès 1974, l'association L'Étape change de pied, si on peut dire, et propose d'héberger dans la cité, c'est-à-dire dans des systèmes d'appartements répartis dans la cité, les personnes en situation d'exclusion. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une idée qui est admise. En 1974, ça l'était beaucoup moins. Et à cette époque-là, donc les locaux sont devenus un CAT, c'est-à-dire un centre d'aide par le travail, d'où cette double compétence de l'association L'Étape, des personnes en difficulté d'insertion sociale et des personnes adultes handicapées. À cette époque-là, beaucoup d'entre vous le savent, il existait déjà en France une organisation qui se développait, qui était beaucoup moins développée qu'aujourd'hui, et qui, dans le champ du handicap, est constituée par les associations de parents et de familles, entre autres qui sont connues donc à l'époque sous le nom de Papillon Blanc, aujourd'hui sous le nom d'ADAPEI, d'UNAPEI ou d'APAJH qui s'est créé à partir des années 80. L'association L'Étape a accueilli des personnes qui souffraient de handicap psychique et intellectuel, mais qui, en général, n'avaient pas le soutien de leur famille. Donc il a été, dès les années 74, l'accueil de personnes qui sont sorties, en fait, à cette époque-là, d'hôpitaux psychiatriques. Donc, ça a été de Blain, l'hôpital de Blain. C'est l'hôpital de Saint-Gemme dans le Maine-et-Loire. Alors, c'était pas, bien sûr, l'hôpital de Montbert, puisqu'il est créé à cette époque-là. Donc, voilà pour vous situer des éléments historiques. Et depuis, mais là je vous laisse lire, je vais pas lire avec vous tout le texte qui est écrit, sachant que vous avez le document en papier. L'association L'Étape est une association composée de peu d'administrateurs, puisque elle est composée d'une quinzaine d'administrateurs qui sont des bénévoles militants très engagés auprès des professionnels. Donc ce n'est pas une association comme une association de famille qui aurait pour vocation de réunir un nombre très important d'adhérents. Donc c'est une association très professionnalisée, comme vous allez pouvoir le voir. Alors tout à l'heure, donc, vous me disiez que vous aviez remarqué effectivement la laïcité humaniste, et il nous a semblé important dans notre communication de commencer à parler de nos valeurs. Alors les valeurs ne sont pas exceptionnelles, il n'y a pas que l'association L'Étape qui les promeut, c'est des valeurs partagées par, je pense, beaucoup d'entre vous et beaucoup d'autres organisations.
Donc, elles sont développées, vous voyez, dans le projet associatif. Elles reposent sur une conviction, qui est la conviction que tout être humain a la capacité d'évoluer, a la capacité de s'améliorer. Alors cette valeur, elle est vraie pour les gens que par rapport aux personnes que nous accueillons, mais elle est également vraie par rapport au personnel. Vous allez le voir, on a environ 150 salariés. C'est un vrai job que de croire à cette valeur quand on dirige 150 salariés. Je pense que c'est quelque chose que les uns et les autres, vous pouvez très bien comprendre. Donc, le premier objectif de l'association L'Étape et la première valeur, donc dans le cadre des valeurs, c'est l'insertion des personnes en difficulté et quelles que soient les causes. C'est-à-dire que nous ne nous intéressons pas aux causes. Nous nous intéressons à la personne, à ce qu'elle est au moment où elle arrive, à son avenir et à sa potentialité. Donc insérer, ça veut dire quoi? Alors, vous voyez un certain nombre de définitions qui ne sont pas exclusives les unes par rapport aux autres, mais qui sont complémentaires et qui ne disent pas chacune tout à fait la même chose que l'autre. Sachant que l'insertion, c'est un travail d'ajusteur. C'est un travail d'ajusteur l'ajusteur n'est pas la pièce sur laquelle il travaille. L'ajusteur n'est pas le moteur ou la machine dans laquelle la pièce va devoir prendre place. Donc l'ajusteur, il est extérieur un peu au système et il essaye de faire en sorte que une personne trouve la meilleure place pour elle dans un système et dans une société qui n'est pas particulièrement attentive pour lui faire sa place. Donc il faut bien que la personne fasse sa place et que en même temps la société permette ou donne une place. Donc différents sens. Cette démarche n'est pas possible, l'insertion n'est pas possible si la personne n'a pas envie de s'insérer. Donc notre premier job, c'est bien de faire naître le désir de vivre, de rompre avec une vision négative de soi-même. C'est bien un travail qui a trait à l'image de soi et donc à la psychologie des personnes. Si nous ne prenons pas les choses de ce côté-là, nous ne ferons rien. Nous ferons de l'activité, nous ferons des actions, nous ferons plein de choses. Mais tout ça ne servira à rien. Si les gens n'ont pas envie de bouger, ils bougeront pas. Donc, insérer au sens d'investir dans le réel, s'inscrire dans un système social régi par la loi de l'échange, développer le sentiment d'appartenance et d'utilité sociale. C'est-à-dire que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si la personne petit à petit ne se rend pas compte et ne devient pas convaincue qu'elle a intérêt, qu'elle a envie et intérêt à être dans la société, il y a rien n'est possible. Donc insérer au sens de rendre acteur, conduire une dynamique dans une durée au sein de la société, agir sur le social collectif et créer du lien social. Donc ça, c'est souvent des choses que nous allons faire à l'interne entre les personnes. Ce qui va caractériser une personne exclue, c'est souvent son isolement psychique et le repli sur elle-même. D'où l'intérêt. Alors même nous ne faisons pas ça, mais l'intérêt des mouvements qui sont en perte de vitesse, mais qui ont vendu des journaux de rue. Alors, en plus de l'aspect économique et exploitation qu'il y avait dans certaines organisations, mais le fait de vendre des journaux de rue est une activité, vous voyez, qui est intéressante pour la personne parce qu'elle trouve une place. Donc c'est comment effectivement les gens s'inscrivent et trouvent une place dans une organisation sociale. Donc insérer également au sens de préserver un lieu de mise à l'abri, et là qui est aussi une fonction, et l'étape en ce sens-là, c'est pas seulement l'étape au sens d'une étape qu'on parcourt,
c'est aussi l'étape au sens d'un lieu où on peut être à l'abri, où on peut arrêter, où on peut se poser, parce que les uns et les autres, nous savons bien que dans un parcours de vie, il y a besoin de pouvoir faire des pauses et de s'arrêter pour se ressourcer. Donc, le deuxième élément, la personne au centre des conceptions pédagogiques. Donc, ça, il y a très longtemps que nous travaillons de cette façon-là. La loi de 2002 l'a rendu obligatoire, réglementaire pour l'ensemble des établissements. En fait, une autre façon que nous aurions d'exprimer cela, c'est de dire que notre action s'appuie sur 3 références, qui sont les valeurs de la République française, la liberté, l'égalité, la fraternité. Donc la laïcité humaniste. La laïcité humaniste, nous, on l'a définie de façon extrêmement simple, hein. C'est le respect et la tolérance. Et c'est vrai que les gens que nous accueillons sont extrêmement sensibles au respect. Alors, dans le domaine dans le secteur jeune, et les jeunes que nous accueillons en alternative à l'incarcération, à la prison pour l'établissement pénitentiaire pour mineurs d'Orvaux, par exemple, c'est vrai que le travail avec eux, c'est un travail qui passe par c'est quoi le respect, et c'est intéressant. Enfin, moi, j'ai plein de souvenirs avec des personnes et leur dire c'est quoi le respect. Alors le respect, c'est le respect des autres, mais le respect des autres et de soi-même. C'est quoi se respecter soi-même? Mais c'est très intéressant d'échanger avec quelqu'un et de lui dire c'est quoi se respecter soi-même. Bien, des gens m'ont dit c'est être propre, c'est me laver le matin, c'est bien m'habiller quand je vais quelque part. Et effectivement, on se rend compte que les personnes ont des réponses extrêmement diverses sur la notion du respect. Et la notion de se respecter soi-même en même temps que respecter les autres, vous voyez, alors voilà des choses qui sont en acte, en travail, et qui fondent le travail des professionnels. Donc, ce que nous mettons en œuvre dans les établissements, c'est un droit au logement inséré dans la cité. Parce que nous avons continué à développer un ensemble d'habitats en appartements et en maisons sur l'ensemble des quartiers nantais, aussi bien d'ailleurs dans des quartiers de centre-ville que dans des quartiers périphériques. Et également la notion du droit au travail, alors par rapport aux personnes adultes handicapées. Quatrième point, la nature des difficultés des personnes n'est pas discriminante, elle n'est pas discriminative, les causes et difficultés pour nous ne sont pas hiérarchisées. Alors si j'insiste sur ce point, et si nous insistons sur ce point, c'est parce que c'est un élément de particularité. C'est-à-dire que quand on parle des associations d'action sociale, très souvent les associations, pas toutes, mais très souvent, elles sont elles vont gérer un secteur d'activité. Elles ne sont que avec des enfants. Elles ne sont que avec des adultes. Elles ne sont que avec des personnes déficientes ou malades mentales. Elles ne sont que avec des personnes sourdes. Elles ne sont que avec des personnes aveugles. Elles ne sont que avec des personnes âgées. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une organisation, j'allais dire mentale, et qui se traduit dans l'organisation sociale de classification, de catégorisation et d'exclusion les uns par rapport aux autres des populations qui sont à un moment de leur vie en situation de besoin d'aide. Et au sein de l'association L'Étape, c'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé et réfléchi en prétendant que une autre conception est possible et que sur un territoire, il est important de pouvoir que des populations différentes se rencontrent, se côtoient, éventuellement s'entraident. Alors c'est pas simple à mettre en œuvre, j'en conviens, mais c'est tout de même un axe qui pour nous est un axe de réflexion et certainement un axe de capacité d'évolution.
Alors on y reviendra parce que la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire d'août l'année dernière demande aux organisations de sortir de ce que le président de l'Union nationale des œuvres privées, l'UNIOPS, appelle le tunnel des associations sociales et médico-sociales, où chacune est dans son tunnel, et dans notre tunnel, eh bien, nous ne voyons que ce qui est dans le tunnel. Et donc, il y a un moment, il va falloir que nous sortions du tunnel, et c'est un peu une piste, et la création, justement, du groupement régional à laquelle, donc, nous travaillons depuis 1 an, et qui est créé depuis décembre, c'est une perspective pour consolider des organisations qui ne vont pas être des organisations tunnelisées. Donc, l'association L'Étape, 4 établissements, donc 4 secteurs d'activité, si on peut dire. Hein. Le premier secteur, alors CHRS, ça veut dire un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc, ce centre d'hébergement et de réinsertion sociale est un centre donc qui est agréé pour 150 places d'adultes et d'enfants. Donc qui accueille aussi bien des familles que des personnes seules, alors des familles avec des enfants, qui accueille également des personnes qui sortent de maisons d'arrêt ou de centres de détention, sachant que, bon, je pense que je le rappelle, mais je sais que vous savez que ce qui va faire la différence, c'est que les personnes qui sont en préventive ou condamnées à moins de 3 ans d'emprisonnement sont incarcérées en maison d'arrêt, donc qui est la maison d'arrêt au centre de Nantes, à côté de l'ancien palais de justice, et les personnes condamnées à plus de 3 ans sont donc incarcérées au centre de détention qui est boulevard Einstein. Donc, nous accueillons également des personnes placées sous surveillance électronique, ce qu'on appelle le bracelet électronique, et nous avons donc un réseau, et on voit sur cette diapositive-là, d'accueil en famille pour des personnes sous main de justice. Alors ça, c'est quelque chose qui, je pense, pourrait être davantage développé, que nous avons du mal à développer. En fait, ce dont il s'agit, c'est quand quelqu'un a été incarcéré 8 ans et plus, on considère qu'à partir de 5-6 ans, suivant la capacité psychique des personnes, les personnes souffrent de troubles psychiques en incarcération. Et il y a des pertes de repères par rapport à la vie sociale. Et donc nous travaillons avec les juges de probation pour permettre à des personnes dans l'année ou les 8-9 mois qui précèdent leur libération, et les personnes ont des permissions dans des familles d'accueil de façon à être à retrouver des liens sociaux autres que ceux de l'incarcération, à échanger avec d'autres personnes, à sortir, à réapprendre ce qu'est l'extérieur d'un centre de détention. Sachant que notre objectif et ce qui est négocié avec l'administration pénitentiaire, c'est comment faire en sorte que la récidive soit la moins nombreuse et la moins importante possible. Alors c'est vrai que de parler de ce type de sujet dans la situation d'actualité que nous connaissons dans le département, c'est un sujet délicat, c'est un sujet complexe. Il n'y aura pas bien sûr de criminalité zéro. Ça, nous le savons tous, c'est une illusion. Par contre, nous savons qu'il y a des façons d'agir qui font que il y a moins de récidives quand nous agissons d'une certaine façon que d'une autre façon, statistiquement.
puisque c'est des suivis statistiques qui nous le donnent. Et donc dans ce cadre-là, vous voyez, c'est le dernier élément, hein. Depuis décembre 2009, nous sommes habilités pour gérer un dispositif expérimental qui permet de s'assurer que toutes les personnes qui sortent de détention, alors, mis à part les personnes dont l'administration pénitentiaire se garde l'accompagnement, ce qui était le cas de la personne donc de Monsieur Meillon, hein. Mais nous nous assurons que toutes les personnes qui sortent de détention sur l'agglomération nantaise aient effectivement un logement, puisque les statistiques disent que sur 100 personnes qui récidivent, 80 sont dans une situation de manque de logement et d'habitat. Donc la cause qui a été identifiée, c'est bien un manque d'habitat, un manque de logement pour lutter contre la récidive. Donc le CHRS n'accueille pas que des gens qui sortent de détention, mais effectivement, comme tous les CHRS, des personnes qui ont besoin d'habitat et d'accompagnement social. Donc le CHRS est intégré dans un service qui est en place depuis quelques mois sur le département, qui est le service intégré d'accueil et d'orientation et d'accueil, le SIAO, qui se met en place. Le CHRS est également habilité pour une autre compétence, qui sont les victimes de l'esclavage humain. Donc, ça ne concerne pas un nombre important de personnes, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans nos documents, mais il y a en France un certain nombre de lieux qui sont habilités pour accueillir des personnes, alors en général des personnes qui changent de région, qui changent souvent d'identité, et pour qui ça devient possible de sortir soit de réseaux de prostitution, soit de réseaux de drogue, ou de réseaux d'esclavage humain, au sens de personnes qui sont exploitées dans le travail clandestin, soit du travail clandestin à domicile, et soit du travail clandestin dans des ateliers de fabrication, comme il en existe un certain nombre dans notre beau pays. Mais ça serait tout un autre développement de réfléchir sur le non-droit au travail des personnes étrangères qui n'ont pas qui sont en attente de statut et qui effectivement constituent pour une partie des employeurs une main-d'œuvre qui peut être exploitée puisqu'elle ne peut pas avoir de droit. Donc c'est important aussi de voir que cet aspect social des personnes en situation précaire et en situation irrégulière, c'est aussi un appui pour des main-d'œuvre, des catégories de main-d'œuvre qui, elles, travaillent pour des sommes nettement moindres que les salariés qui peuvent bénéficier du Code du travail. Le secteur petites unités, protection de l'enfance. Donc là, c'est un secteur qui est habilité pour la protection de l'enfance et qui accueille des jeunes de 13 à 18 et certains jusque 21 ans. Des jeunes qui sont adressés soit par le conseil général, soit par le juge donc des ministères de la justice, le juge des enfants. Donc nous accueillons 39 adolescents et jeunes dans 3 services différents, un service d'appartement pour 29 appartements, donc des jeunes qui sont en appartement, regroupés autour d'une permanence, donc suivant une méthodologie et une ingénierie sociale que je vais présenter dans le cadre du secteur du handicap, et autrement un foyer de 10 places, qui en fait est un dispositif à Vertou, qui accueille des jeunes en rupture sociale grave, et
donc qui sont certains en alternative à l'incarcération, d'autres en alternative à une hospitalisation. Ce sont des jeunes qui sont en rupture. Ce qui permettrait d'expliquer la rupture, c'est ce que le sociologue Pogam explique très très bien sur les relations humaines. Il dit il y a 3 niveaux de relations. Il y a un premier niveau de relation, c'est la relation de filiation que nous avons avec nos proches, la relation de la famille. Je t'aime pas, bon, vous voyez, des relations où l'affectif est essentiel. C'est aussi des relations où en général nous sommes réactifs, où nous sommes atteints par ce que fait l'autre. Nous nous projetons dans l'autre. Nous avons un projet sur l'autre. On est dans la relation de filiation. Ensuite, la relation de proximité, d'environnement, qui va être la relation avec un voisinage, la relation avec des collègues de travail. C'est une relation qui a une familiarité, mais où des codes sociaux de groupe, nous respectons des codes sociaux de groupe. Et nous apprenons, c'est ce que nous avons appris à l'école maternelle d'abord, puis à l'école primaire, des relations de groupe, de petits groupes, et où effectivement, il y a une loi du groupe, il y a un habit du groupe, et nous respectons cela. Et ensuite, la relation d'institution. Et la relation d'institution, c'est notre capacité, à chacun, d'admettre et de respecter les règles de la société, même si ces règles, nous n'avons aucune prise dessus, nous ne les avons pas écrites, nous ne les modifierons pas, et de respecter les autres dans leur fonction sociale et pas seulement dans leur proximité. C'est-à-dire que je respecte le maire parce que c'est le maire, même si je le connais pas et s'il n'est pas de ma famille. Et effectivement, les jeunes que nous accueillons sont, et c'est une des causes très souvent de la situation des personnes en situation d'exclusion, c'est qu'elles vivent et elles se structurent dans cette relation, vous voyez, qui est une relation de type filial. Donc, c'est des gens qui vont être très impulsifs, c'est des gens qui vont avoir un vocabulaire en général de très grande proximité, avec beaucoup d'agressivité, mais également des gens, quand on est en contact avec eux, ça peut être très très fort et très affectif et très chaleureux, parce que la dimension sociale de leur relation est une dimension qu'ils n'ont pas construite ou qui ne s'est pas construite dans leur construction de personnalité. Et vous comprenez bien, quand on parle d'insertion, les valeurs dont je parlais tout à l'heure, si on ne travaille pas à ce niveau-là, et donc dans les équipes de l'étape, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, parce qu'effectivement, autrement, le travail que nous ferons, ça sera un travail d'occupation. Mais ce travail d'occupation ne permettra pas aux gens de faire leur démarche de vie, leur bout de chemin, qui va leur permettre de passer un moment dans leur vie à l'étape, et ensuite de continuer ailleurs. Je suis un peu long, non? D'où, vous voyez, l'unité de formation professionnelle, où en fait on est sur des ateliers de remobilisation et on n'est absolument pas sur de la formation professionnelle. Alors le centre d'habitat, c'est un ensemble qui est proposé à 200 personnes. 200 personnes adultes handicapées et beaucoup de personnes handicapées psychiques, et qui est réparti et organisé sur tout le nord de l'agglomération nantaise. Donc qui comprend aussi bien ce que je pense vous connaissez et qui s'appelle des foyers, sur un établissement, il y en a à Saint-Sébastien, de 18 places, avec une partie groupée avec des chambres, et puis, vous voyez, l'organisation traditionnelle, puis des appartements autour, aussi bien que des quartiers de ville, où il y a une maison ou un appartement assez grand, où les éducateurs ont leur bureau, où les rencontres ont lieu, où des repas collectifs ont lieu, où des réunions ont lieu, et les personnes habitent à proximité. Alors ce qui a été développé avec les notions de domicile collectif, vous voyez, c'est que c'est un mixte entre le foyer d'hébergement, mais organisé dans la cité.
Alors ça, nous avons travaillé de ces façons-là nous travaillons de cette façon-là depuis les années 90, à une époque où c'était nettement moins répandu. Depuis, le Conseil général de Loire-Atlantique a créé un type d'établissement qui s'appelle les logements accompagnés et qui correspond à cela. Donc voilà, vous voyez, ce secteur habitat-hébergement, le foyer d'accompagnement individualisé, donc 60 personnes dans 3 secteurs géographiques, où nous avons repris les notions sociologiques de communauté-territoire, qui ont été les notions qui ont présidé à l'apparition des notions de pays, puis de bassin d'emploi. Bon, c'est des notions des années 60, et de dire on détermine un territoire et les personnes vont se repérer et s'insérer sur un territoire. Et c'est vrai que la ville de Nantes est très intéressante parce qu'elle est organisée en quartier, et à Nantes les gens vivent en quartier. Il faut être un homme ou une femme moderne et nomade pour vivre au niveau de l'agglomération. Mais autrement, l'ensemble des habitants vivent sur un quartier et on leur repère sur un quartier. Donc c'est cette idée-là que nous développons, que les gens s'insèrent sur un quartier. Et dans ce domaine-là, nous avons développé des services à domicile, c'est-à-dire des systèmes glissants où nous hébergeons les personnes. Donc elles habitent dans un logement dont nous sommes responsables dans un premier temps, puis comme elles l'habitent, elles se l'approprient, et ensuite elles restent et elles deviennent locataires. On continue à accompagner, et sur une quinzaine d'années, vous voyez, est passé dans un établissement comme le centre de l'habitat qui fait 200 places, est passé environ un peu moins de 1000 personnes sur une quinzaine d'années. Alors que l'organisation traditionnelle en France des établissements, et particulièrement des établissements pour adultes handicapés, c'est que les gens y sont admis et qu'ils y restent jusque très longtemps, quelque part jusque leur décès, puisque ils ne sont pas mis en situation de devoir évoluer. Alors, j'essaye d'avancer. Excusez-moi, je suis passionné par ce que je fais et je n'arrive pas à être concis. Bon. Le 4e établissement, c'est donc un établissement et service d'aide par le travail, ce qui s'appelle un ESAT Tournière Service, qui est le nouveau nom des CAT, des centres d'aide par le travail que vous connaissez, donc qui est donc situé sur le site de la Tournière à Carquefou pour 110 personnes. Donc le financement est assuré par la production et par l'aide sociale d'État. Les secteurs d'activité, ils sont classiques, ce sont des prestations de nettoyage, des prestations d'espaces verts, aussi bien chez des particuliers que pour des collectivités ou des entreprises, du conditionnement et de la sous-traitance, et un atelier de blanchisserie industrielle. On a une capacité de 800 kilos jour, donc je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est déjà une capacité plus qu'artisanale. Ce qui caractérise les ZAD, c'est la mise à disposition et le détachement d'adultes handicapés dans des entreprises. C'est-à-dire que si vous venez sur le site de la Tournière en journée, il y a très peu d'adultes handicapés qui sont là, parce qu'il n'y a que l'atelier blanchisserie, où il y a 25 travailleurs handicapés qui travaillent sur site. Et encore, 3 des travailleurs handicapés de l'atelier blanchisserie travaillent maintenant depuis 1 an au centre technique et scientifique du bâtiment, au centre scientifique et technique du bâtiment, au CSTB, puisque c'est nous qui gérons la laverie du CSTB, qui avait besoin, dans le cadre d'un programme européen d'études sur les eaux grises, d'une production d'eau sale, et ils nous ont fait appel parce que nous étions compétents pour produire de l'eau sale. Donc voilà une compétence qui nous est reconnue et que nous avons commercialisée avec le CSTB. Bon, c'est pour mettre un peu d'humour.
L'association L'Étape, c'est donc une entreprise. Donc, je vous le disais tout à l'heure, bon, aujourd'hui environ 150 salariés, c'est un peu plus de 8 millions de chiffre d'affaires. Bon, je pense 9 millions, enfin autour de 10 millions en 2011. En tant qu'entreprise sociale, donc je vous le disais, des administrateurs militants, des professionnels engagés. C'est-à-dire que nous définissons pour chacun des professionnels que nous embauchons 2 grands axes de travail. Un axe de travail qui est d'effectuer le travail pour lequel ils sont embauchés sous la responsabilité des cadres en fonction d'un horaire et en fonction de la convention collective et le droit du travail. Mais également les reconnaître et leur demander d'être acteurs de réflexion, d'études et de contribution à l'évolution des politiques et des pratiques éducatives et sociales. C'est-à-dire que nous demandons au personnel de pas seulement être des exécutants ou des collaborateurs associés, mais également des collaborateurs dont nous attendons de l'ingénierie, dont nous attendons de la créativité, dont nous attendons effectivement qu'ils contribuent à l'amélioration des choses. Donc ça nous conduit à une gouvernance participative et une transversalité. Alors j'ai écrit maîtriser parce que c'est mon souhait, mais donc l'organigramme. Alors l'organigramme n'a pas d'intérêt en soi, puis vous l'avez. Par contre, l'organigramme est une illustration de ce qui était dit tout à l'heure. C'est-à-dire que l'organigramme vous présente un ensemble de petits dispositifs articulés chacun sur son territoire de façon à s'adapter aux besoins des populations. C'est-à-dire que notre dynamique, c'est effectivement d'être complètement inséré, c'est d'être réparti dans la cité, réparti sur le territoire, alors en lien avec plein d'autres organisations, bien sûr. On n'agit absolument pas seul. Et certains d'entre vous qui sont là ce soir, nous travaillons avec vous et vous le savez bien. Par contre, c'est effectivement une conception qui est de ne pas avoir un regroupement physique, mais un éclatement physique, et par contre de regrouper nos outils de gestion, de regrouper notre management. Alors c'est souvent bien moins facile. Souvent, je me suis dit, puisque j'ai dirigé, avant d'être à l'association L'Étape, un foyer d'hébergement qui était sur un seul site, c'est vrai que directeur d'un site, c'est bien plus simple que d'être directeur d'une structure à lieux multiples. Et c'est vrai que la synergie à créer, elle est nettement plus complexe. Mais en termes de réflexion sur les organisations, ça c'est un point qui pour moi est fondamental. De façon à ne pas demander aux personnes de venir, mais avoir nous des antennes, des points d'appui qui sont au plus proches. La partie suivante, c'est les réflexions et les innovations. Alors l'innovation dans le secteur social et médico-social, vous le savez, ne fait pas l'objet de brevets déposés. Et il est souvent difficile de déterminer qui a réellement été à l'origine de telle ou telle innovation ou évolution. Nous, on se rend compte que très souvent, les innovations et les évolutions émergent à des moments donnés au sein d'équipes qui courent des risques, et que ailleurs en France ou ailleurs en Europe, dans la même période, d'autres ont posé à peu près les mêmes choses, alors de façon un peu différente, mais que l'innovation, c'est également lié à... Alors, sans prendre une référence chez Althusser, mais Althusser l'expliquait bien comment les mécanismes historiques sont effectivement des épiphénomènes qui émergent à un moment où il y a une préparation, une maturation sociale qui fait qu'il y a émergence. Alors maintenant, il faut des pionniers et il faut des personnes qui vont être des acteurs de cette émergence. Donc effectivement, nous avons été, avec d'autres, un certain nombre de fois, acteurs de ces émergences. Mais nous ne prétendons pas plus
que cela en termes d'innovation. Et c'est pour ça que pour moi, il ne s'agit pas de distinguer, vous voyez, l'association L'Étape parmi d'autres associations, mais bien d'identifier des points d'évolution et des questionnements qui sont susceptibles d'éclairer l'avenir. Alors, je prends des mesures de précaution. Hein. Donc, ce que je disais tout à l'heure, et je crois que c'est important d'insister dessus, c'est développer des logiques d'aptitude des personnes et non des logiques d'incapacité. Alors nous ne sommes pas les seuls. Hein. Emmaüs s'est créé là-dessus. De dire les gens ont une capacité, les chiffonniers d'Emmaüs, c'est dire aux gens qui arrivent t'es capable de faire quelque chose. T'es capable de pousser la brouette, t'es capable de trier, t'es capable de... Et effectivement, à force d'entendre qu'on est capable, eh bien un jour on devient capable. Donc ça suppose pas seulement de la bonne volonté. Ça suppose ce que nous appelons nous de l'ingénierie sociale, et c'est une élaboration, c'est une méthode qui est une méthode réfléchie, écrite, raisonnée, qui passe par évaluer les capacités des personnes en difficulté. Vous voyez, donc il y a évaluer les capacités des personnes, c'est un domaine qui tend à se développer. L'école de la deuxième chance qui se crée à Nantes repose sur cette conception-là. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens arrivent et les gens sont en situation d'exclusion ou d'échec. Qu'est-ce que vous savez faire? Les gens vous disent, je ne sais rien faire. Parce que c'est ce qu'on leur dit. T'es un bon à rien et tu sais rien faire et tu ne fais rien. Et les gens sont pas tout à fait convaincus, mais ils le redisent. Donc, évaluer les aptitudes des personnes en difficulté, aussi bien dans les activités et le travail, que par rapport au logement et à l'habitat. Et c'est vrai que quand nous accueillons une personne adulte handicapée psychique qui était à la rue, qui est sorti, qui a été réhospitalisé, qui ressort d'hôpital, et que nous lui disons, mais effectivement, voilà, on vous donne les clés du logement, il y a un téléphone, il y a quelqu'un qui viendra s'il y a un problème, on a vu avec vous des choses, vous avez de quoi manger pour ce soir, l'éducateur revient et puis mangera avec vous ce soir, mais à 9h il sera parti, et vous allez coucher tout seul, et voilà, on vous fait confiance, et on vous donne les clés. On vous donne les clés, bon, c'est... Et donc ça nécessite une évaluation et ça nécessite une prise de risque en disant à la personne qu'elle est capable de contribuer. Vous voyez, quand je parle de contribution sociale, c'est dire à la personne, nous pensons que vous êtes capable de fermer votre porte. Et que vous êtes capable de pas faire un ramdam pas possible par rapport aux voisins, etc. Donc, c'est ce que nous appelons la pédagogie de la mise en situation et d'accompagnement dans les situations de façon à sortir des spirales de l'échec. Alors, de façon populaire, on le disait de façon nettement plus simple, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, et tant que la personne n'est pas mise en situation de faire, eh bien personne ne sait si elle sait faire. C'est simple quand on le dit comme ça, mais c'est complètement l'inverse du fonctionnement de l'école. Puisque à l'école, on vous demande de savoir et de faire la preuve que vous avez appris, on vous donne des devoirs, et vous devez faire la preuve que vous avez appris avant d'avoir le droit de faire. Et nous, on dit non, vous commencez par avoir le droit de faire, et vous allez apprendre, et nous, notre job, c'est de vous permettre de réparer vos échecs ou vos erreurs s'il y en a, et de construire petit à petit. Donc, accorder de la confiance, développer de l'entraide et de la solidarité entre les acteurs. C'est aussi organiser la reconnaissance sociale des aptitudes et des capacités. La mise en œuvre, donc c'est une mise en œuvre qui valide l'acquisition d'autonomie des personnes par rapport à leur dépendance envers les aides sociales. Parce que notre objectif, c'est, de façon très claire, que la dépendance
à l'aide sociale cesse. Donc c'est extrêmement important d'avoir et de pouvoir parler avec les personnes en situation de difficulté de quel est l'objectif dans la prise en charge. Si vous arrivez, c'est pas pour rester. Vous arrivez pour partir. Donc, vous voyez, ça semble simple. C'est pas toujours aussi simple à faire entendre, mais ça repose là-dessus. Une deuxième logique, qui est une logique qui, je crois, serait intéressante à développer dans le sens de l'habitat social, c'est de travailler une logique d'habitat plus qu'une logique d'hébergement. C'est-à-dire qu'un certain nombre de quartiers, de secteurs qui sont construits à Nantes, de mon point de vue, sont des secteurs d'hébergement et non pas d'habitat. Les gens y sont hébergés, mais les gens ne se sentent pas habités là. Et tant que les gens ne se sentent pas habités, eh bien, ils sont dans une notion d'hébergement, et l'hébergement, ça se décline toujours au passif. On est hébergé, on est accueilli quelque part, et on n'est pas de là. Héberger induit une notion de temporaire, de passager, de précaire, et marque la dépendance à l'hébergeur. Habitat, ça c'est des choses que nous savons tous, c'est être chez soi, s'approprier un espace, pouvoir agir et modifier. Et c'est vrai que pouvoir agir et modifier, c'est quelque chose qui est de moins en moins possible dans l'espace urbain. Alors, c'était pas dans le cadre de l'étape. Dans les années 70, avec une autre casquette, j'ai travaillé dans l'aménagement urbain et j'ai travaillé dans ce qu'on appelait à l'époque les terrains pour l'aventure, que certains d'entre vous ont peut-être connu à cette époque-là. Donc, le principe s'appuie sur ce que dit le philosophe Bachelard sur la constitution de la psychologie humaine et la constitution de l'être humain. L'être humain se constitue par le faber, c'est-à-dire par le fait de faire. L'être humain n'est pas uniquement un être de langage, il est aussi un être d'action, et un être qui va se constituer parce que il agit et il fait. Et quand tout à l'heure je vous parlais des théories de Pogam sur la relation de la filiation, sur moins les personnes sont dans des relations institutionnelles, plus elles sont dans une relation de filiation, plus elles vont avoir besoin d'agir et d'agir sur leur quartier. Alors, de façon très schématique, parce qu'il faudrait qu'on en parle nettement plus longtemps, c'est une des explications et la façon dont nous comprenons le fait que les brûleurs de voitures brûlent les voitures des gens de leur quartier. Ils vont pas brûler les voitures ailleurs. Parce que c'est dans leur quartier qu'ils ont envie de faire quelque chose. Et c'est là qu'ils dégradent. Les gens qui urinent dans les cages d'escalier, c'est des gens qui y habitent. Ils vont pas dans les cages d'escalier des autres. Les tags, les graffitis, c'est les habitants. Vous voyez, c'est pas des gens des autres quartiers qui feraient des razzias. Non. Vous voyez, on est bien dans sur quoi je peux mettre ma main, ma trace, ma marque. Et c'est ça, habiter. Autrement, c'est être hébergé. Donc, la notion d'habitat concerne le logement, bien sûr, l'espace intime dans lequel je vais habiter, qui va être le chez-moi. Et si je me sens hébergé, l'espace intime, je vois pour des gens qui sortent de détention ou des jeunes qui arrivent, leur espace intime, il est réduit à leur portefeuille, il est réduit à une boîte, il est réduit... Bon. Donc, c'est un travail de ce type-là. Donc, habiter la ville... Alors, Vivre dans la Cité, c'est le nom d'une association que nous avons créée en 1985, et c'est sous ce nom-là que les adultes handicapés du centre d'habitat ont participé en 92 à la course Nantes-Sétubal,
avec un bateau d'assistance. On était sûr qu'on pouvait pas gagner la course. Donc, ce qu'on a cherché, à quelle place on pouvait avoir dans la course. Une course internationale à la voile. Et on s'est rendu compte que là où on pouvait être, c'était dans l'assistance. Parce que c'est de l'assistance radio. Il suffisait qu'on ait un radio à bord, et l'assistance, on pouvait l'assurer. Et on avait le droit d'avoir un bateau plus grand. Donc, on a engagé un bateau, qui a été un bateau d'assistance et qui s'appelait Vivre dans la Cité. Alors, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent. Mais qui est, alors je donne cet exemple-là parce que ça illustre la façon dont on raisonne. C'est-à-dire les adultes handicapés du centre d'habitat, par rapport à une course internationale à la voile, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Pas grand-chose. Et voilà, on a trouvé un joint. C'est ce que je disais sur le métier d'ajusteur. Donc, la prise en compte des quartiers et des périmètres de vie. Donc, alors, c'est des thèmes sur lesquels vous travaillez. C'est-à-dire que nous travaillons beaucoup sur les repères de vie et les déplacements des gens. C'est-à-dire comment, effectivement, le tramway, les lignes de bus structurent des lieux de vie. Comment développer du lien social dans la ville? Quelle contribution au développement urbain pour les populations réputées exclues? Alors je sais que ça, c'est les questions que vous vous posez, et vous comprenez bien que je n'ai pas de façon immédiate des réponses à vous proposer. Oui, Christian disait dommage que vous n'ayez pas les réponses, mais on ouvre le débat. Donc, qui veut se lancer pour la première question? Merci beaucoup. On vous a entendu avec beaucoup d'intérêt et un peu de passion. Mais la question, justement, c'est votre dernière question que vous avez posée vous-même. On travaille sur un projet de territoire de collectivité publique. Alors, évidemment, vous attendez quoi de la collectivité publique? Qu'elle vous subventionne, qu'elle vous facilite l'action? Sur quel plan? Sur le... Ah oui, excusez-moi. Merci. Je vais dissocier deux éléments. Sur le côté financier. Sur le côté financier, nous considérons à l'association L'Étape que nous remplissons une mission de service public qui est définie par la collectivité. Ce n'est pas nous qui la définissons. Cette mission de service public, elle a de l'intérêt pour la collectivité en termes de paix sociale, en termes de sécurité publique, en termes d'harmonie, et bon. Elle a un intérêt au même titre que le ramassage des ordures ménagères a un intérêt, au même titre que la construction des ronds-points a un intérêt, au même titre que un centre culturel a un intérêt, ou au même titre que la caserne a un intérêt. Je ne me prononce pas sur les missions de service public. Enfin, en tant que professionnel, vous voyez, donc il y a bien des missions de service public. Ces missions de service public ont un coût. Elles ont un coût pour les ordures ménagères. Elles ont un coût également pour le travail que nous faisons. Dans un certain nombre... Alors, votre question va me permettre d'aborder un aspect que j'ai pas du tout abordé et qui, dans le secteur de l'insertion sociale, il y a une place importante et de plus en plus importante en France des associations qui travaillent avec des bénévoles. Et nous pensons, nous, que nous sommes très complémentaires. C'est-à-dire que le travail que font les Restos du Cœur est extrêmement intéressant. Il est plus qu'honorable, il est extrêmement utile et loin de nous l'idée de mettre en opposition les éléments. Nous essayons, nous, alors je l'ai pas abordé, de nous positionner sur des personnes à problématiques complexes. C'est-à-dire que les personnes que nous accueillons, alors pas toutes, mais majoritairement, sont des personnes qui, effectivement, ne vont pas trouver auprès de personnes bénévoles
le type de prise en charge dont elles ont besoin, parce que ce n'est pas seulement une aide matérielle, alors là j'ai j'ai insisté dessus, c'est aussi une aide psychologique et éducative qui leur permet de se reconstruire socialement. Je ne dis pas que après notre intervention, la difficulté sociale, économique de la personne sera réglée. Dans un certain nombre de cas, non. Mais la difficulté psychique qui fait que la personne a du mal à trouver des repères et se met en exclusion ne se posera plus de la même façon. Donc, vous voyez, alors maintenant, par rapport à la ville, et le cœur de votre question, moi je suis intéressé pour qu'on échange sur une ville où les habitants auraient la possibilité de mettre leur marque. Alors, il y a plein d'idées, hein. Alors mes idées, elles sont pas extraordinaires. Certaines d'entre vous, vous avez les mêmes idées, vous les partagez. Les jardins ouvriers sont très intéressants, mais on sait bien que c'est extrêmement difficile parce que ça demande beaucoup de régularité, etc. Par contre, le fait que sur notre métropole, il n'y ait pas, alors je pense à des villes belges qui ont développé ça, il n'y ait pas de possibilité, ou il n'y a pas de développement de zones où la cueillette est possible. Alors si, il y a un peu de châtaigniers sur les bords de l'Erdre, et il y a du monde, hein. Il y a du monde, il y a un peu de châtaigniers sur les bords de l'Erdre, il y a des prunes à Thoiré sur le long du chemin, et il y a du monde à venir les ramasser, il y a de moins en moins de murs, et pourtant il y a du monde. Alors, je dis des choses très banales. Il me semble que une ville pourrait, alors pas partout, effectivement, on va pas mettre des châtaigniers sur les boulevards avec des bogues qui tombent sur les toits de voitures. Je suis d'accord, mais que dans les parcs nantais, il n'y ait pas de framboises, il n'y ait pas qu'on mette des cerisiers du Japon qui sont très jolis en termes de fleurs, au lieu de mettre des cerisiers d'ici. Alors c'est sûr qu'il y aura des gamins à monter dans les arbres. C'est sûr. Mais est-ce qu'il est plus dangereux de monter dans un arbre que de monter dans une cage à singes? Puisque dans tous les parcs, il y a des cages à singes. Et donc comment on pourra sécuriser les cerisiers? Je ne sais pas. Moi, quand je suis monté dans le cerisier, quand j'étais gamin, c'était pas sécurisé. Je suis tombé, comme un certain nombre d'entre vous, à une autre époque. Bon, c'est-à-dire que... alors, ça, ce n'est pas possible partout, je suis d'accord. Mais parce que quand on ramasse des châtaignes, eh bien, on vous demande pas quelle est votre appartenance sociale. Quand vous... alors... Effectivement, oui, voilà une proposition de travailler sur donner la possibilité aux habitants de la ville d'avoir prise sur la ville. Dans le quartier où j'habite, on a été un certain nombre à expliquer aux élus qu'on ne voulait pas que tous les trottoirs soient bitumés. Parce que ça, il n'y avait pas besoin de bitumer les trottoirs. Alors c'est Gérard Bourgoin, c'est mieux le terme que moi là. Comment ça s'appelle le produit que vous mettez là, le matériau que vous mettez? Non, un peu du sable roulé là, Voilà, oui. Donc. Vous voyez, bon, et ça, donc, on voit bien que c'est s'opposer à une logique. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure une logique de l'expansion, qui est la logique du regroupement et de la logique tous pareils. Et ça, avec nous, notre organisation, c'est une logique du développement, de l'expansion, du professionnel et de ce qu'on pense être de la technicité professionnelle et de l'ingénierie, mais adaptée à chaque endroit et répartie. Alors bien sûr, il y a du job de coordination. Donc c'est de la même façon, c'est-à-dire que je pense moi qu'il y a une résistance à avoir par rapport à l'idée que tout doit être partout pareil.
Voilà, de moins deux points. Si ça répond, ça éclaire. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous avez dit. J'ai lu votre document. Là, je vois que vous avez environ 500 places dans vos différents établissements. Et comme vous l'avez dit si bien, le but, c'est de ne pas rester, de sortir. Et donc ma question, c'est quel est le taux de réussite annuel que vous avez par rapport à ces 500 places? Et je suppose que ce taux est différencié suivant les différentes activités. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Exactement. Vous avez raison, le taux est différencié suivant les activités. Donc par rapport à l'ESAT, notre objectif, alors l'objectif national fixé par la direction de l'action sociale est qu'il y ait chaque année 1% des travailleurs de l'ESAT, donc nous avons un peu plus de 100 personnes, donc une personne par an qui intègre une entreprise ordinaire. Donc nous sommes à un peu moins de 5% depuis déjà 7 ou 8 ans, avec des personnes qui ont été embauchées par le Conseil général de Loire-Atlantique dans le service de la couverture de livres, parce que nous avons développé la couverture de livres pour des bibliothèques, la bibliothèque départementale de Près, et pour les bibliothèques de communes, Carquefou, La Chapelle-sur-Erne, et donc il y a deux des travailleurs de l'ESAT qui ont été qui sont aujourd'hui fonctionnaires municipaux, fonctionnaires départementaux, puisqu'elles sont titularisées de femmes. Je citais tout à l'heure le cas d'Aquasim, où effectivement 3 travailleurs travaillent depuis 1 an au CSTB. Il y a 30 travailleurs handicapés qui tous les jours embauchent l'usine Seita Altadis et qui travaillent. On a un atelier au sein de l'usine Altadis. Pour répondre à donc il y a des gens qui quittent. Là, le mois dernier, nous avons une personne qui a commencé un stage au service d'espace vert de la ville de Carquefou. Nous espérons que à terme, il intégrera le service espace vert. C'est un travail que nous allons faire sur 3 ans. C'est-à-dire qu'il y travaille, il y était au mois de janvier, il est revenu à l'ESAT, il va y retourner, on accompagne. Quand il est en stage là-bas, il y a un éducateur de chez nous qui va voir le chef d'équipe, qui intervient. Enfin, c'est toute une méthodologie d'accompagnement qui fait que des gens qui sont réputés inaptes, considérés comme inaptes, reconnus comme inaptes par la maison départementale des personnes handicapées, se trouvent quelques années après en situation d'aptitude. Au niveau des jeunes, ce qu'on appelle les petites unités, j'ai des chiffres qui sont moins précis parce qu'on accueille moins de personnes, mais sur le foyer, vous voyez, de 10 places, ce qu'on appelle le SEMA, qui accueille des personnes en très très grande difficulté, puisque ce sont les jeunes dits doubles inadéquats. C'est-à-dire des jeunes qui relèvent de la pédopsychiatrie, mais qui n'y restent pas parce qu'ils veulent pas être soignés, qui relèvent souvent d'établissements de soins et d'éducation, qu'on appelle les ITEP, des instituts thérapeutiques, pédagogiques et éducatifs, et pareil, qui en sont exclus parce que c'est des jeunes violents qui sont dans le refus du lien, le refus de la relation, et donc qui cassent à chaque fois qu'il y a une relation. Donc c'est un établissement qui est ouvert depuis 3 ans. Nous avons 10 places. Nous sommes donc, il y a déjà 4 jeunes qui en sont sortis, dont un qui habite à nouveau dans sa famille à côté de Châteaubriand et qui a repris le collège. Un autre à côté de Saint-Nazaire et de même qui a repris le collège. Il y en a un autre qui est dans un autre établissement et qui va, je pense, faire un apprentissage. Voyez. Et le 4e qui, lui, continue à être en situation galère, n'a pas réellement évolué et dans un autre établissement et pour qui nous nos pronostics qui sont on ne sait pas, mais pour qui effectivement on n'a pas réussi à atteindre l'objectif qui était le nôtre. Dans le secteur du handicap, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 200 places dans le centre d'habitat, ce qui est classique. C'est-à-dire que dans une organisation de type
Alors je voudrais citer personne parce que les choses sont différentes, mais dans le foyer que je dirigeais avant d'être à l'étape, parce que j'ai dirigé ce type d'établissement, où effectivement on fait à la place des gens, puisqu'ils sont inaptes, on fait à leur place, eh bien les personnes ne sortaient jamais. Les personnes ne pouvaient pas en sortir. Et moi, j'ai quitté cet établissement que je dirigeais, parce que j'étais en désaccord avec le conseil d'administration, puisque je voulais, c'était des personnes qui étaient lourdement handicapées, et je voulais leur proposer d'aller vivre en appartement à proximité du foyer. Je suis venu à Nantes pour mettre ça en place, et aujourd'hui, un établissement, par exemple, comme à Châteaubriand, l'hôpital de Châteaubriand, qui est un secteur, tout un secteur de foyer occupationnel pour des personnes lourdement handicapées, a développé, en lien avec nous au début, et puis maintenant, ils ont développé cela, des secteurs d'appartements pour des gens qui trouvent petit à petit leurs habitudes et pour qui ça fonctionne. Qui acquièrent une intelligence sociale et une autonomie sociale par le faire. Et non pas par l'intellect. Et ils peuvent pas par l'intellect. C'est bien pour ça qu'on les accueille. Oui, mon nom est Bruno Deshaies. Dans un monde dominé par l'argent, c'est intéressant de vous écouter. Et puisqu'on parle d'argent, vous avez parlé de votre budget, mais pas de vos ressources, de leur répartition. Alors je voudrais savoir ce qu'elles sont et comment elles évoluent. Avant de répondre, s'il vous plaît, monsieur, essayez d'être un peu court de manière à ce qu'on puisse avoir plus de questions. Donc, les ressources sont des ressources liées à des financements publics. Soit des prix de journée, soit des dotations, du Conseil général ou de l'État, suivant les habilitations. Elles évoluent de façon restreinte, puisque le budget de l'État dans le domaine des CHRS, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, le budget national est réduit de 3,5% en masse. Donc à partir du moment où on réduit l'ensemble du budget, ceux qui obtiennent 0% d'augmentation sont extrêmement contents. Même si l'ensemble des charges monte de 2,5 ou de 2,8 suivant un certain nombre de variables. Donc nous n'avons comme seule alternative, c'est du regroupement de moyens pour diminuer des charges, pour augmenter notre qualification, notre performance, et de la créativité sociale, de façon à aller chercher effectivement d'autres ressources. Et nous sommes engagés, alors là ça rejoint une question autour du FONDES, nous sommes engagés avec la région Pays de la Loire sur le financement de l'économie sociale et solidaire, et entre autres, et là donc c'est Claude Alfandéry et Edmond Maire, nous engageons une action sur des levées de fonds, sur de l'argent il y en a. L'argent, il y en a. Quand on explique, comme on l'a expliqué, nous, il y a 3 semaines, au directeur financier de STX à Saint-Nazaire, que STX avait placé de l'argent dans les fonds de France Active, il l'ignorait. Il convient qu'il pourrait en mettre bien davantage. Terena a de l'argent. De l'argent, il y en a. Le problème n'est pas un manque d'argent, c'est une question de distribution, et nous savons aujourd'hui que nous ne pouvons pas compter sur l'État pour distribuer. Bonjour, Jean-Ri Alain. J'ai 2 questions à vous poser. La première, il y a une enquête qui a été faite à Redon il y a plusieurs années sur les titulaires du RMI. Il était apparu qu'il y avait 3 catégories. La première, ceux qui pourraient reprendre un travail dans les 3 mois. La deuxième, dans les 3 ans. Et les autres qui, on ne voyait pas leur capacité à reprendre un travail. Comment situez-vous les gens que vous accueillez chez vous? Et une deuxième, j'ai connu l'hôpital de Nanterre. L'hôpital de Nanterre appartient à la région parisienne,
Il y a un hôpital normal et il y a l'hôpital où les Bleus ramènent tous les jours les SDF que l'on ramasse dans Paris. Les SDF, on leur donne des soins, on les nourrit, on les habille et on les remet éventuellement à la rue s'ils le souhaitent. Mais dans cette catégorie de SDF qui reviennent à Nanterre, un certain nombre ne souhaitent ne pas sortir. Donc on leur propose de travailler et on les remet à un travail. Mais le directeur de Nanterre que j'ai connu à une certaine période disait qu'il était incapable de se séparer de ces gens-là parce qu'ils avaient trouvé une sécurité, ils étaient logés, nourris et on leur donnait à l'époque 50 francs par semaine. Ça leur permettait d'aller se promener. Êtes-vous dans ce cas-là? Alors, je vous remercie de la question parce que effectivement, moi je n'ai pas parlé de cela parce que l'association L'Étape n'est pas dans cette situation-là. Mais d'autres associations qui gèrent des CHRS font le travail dont vous parlez. Donc ce dont vous parlez existe sur l'agglomération nantaise. Je n'en ai pas parlé parce que nous n'avons pas. Alors, par rapport à votre première question, les gens, quand ils arrivent chez nous, ils sont réputés dans le travail jamais. Alors, mais pour ceux qui sont, on va dire, en désinsertion sociale ou SDF, en termes de résidents de France. Quand nous accueillons des gens qui sont des gens qui demandent le droit d'asile, de gens qui viennent de d'autres régions du monde, et ce qui est le cas quand la France fait des programmes. Alors sur Nantes, il n'y a pas eu d'accueil de personnes venant d'Irak, vous voyez les chrétiens d'Irak, mais à une époque on a accueilli les gens du Kosovo, on a accueilli qui sont des gens qui ont une capacité de travail parce que c'est des gens qui travaillent, qui ont des métiers, qui ont des capacités, mais là c'est la réglementation qui leur interdit de travailler. Vous voyez. Donc c'est-à-dire que nous, quand les gens que nous accueillons sont des gens qui souvent ne sont pas au RMI ou au RSA maintenant. Et le travail que nous faisons avec eux, c'est qu'ils instruisent un dossier et qu'ils deviennent, qu'ils rentrent dans le dispositif RSA, enfin RMI et maintenant RSA. Donc on est un peu en deçà de ça, en deçà de ce travail. Je ne sais pas si je suis clair dans ma réponse. Oui, puisque j'ai le micro pour la prochaine question. Arnaud Cazot, donc moi j'aurais une question par rapport à vous aviez évoqué l'idée le principe de délégation de service public, puisque le constat est aujourd'hui que en l'occurrence sur les questions d'insertion, on pourrait le dire dans d'autres domaines aussi, l'État et les collectivités en quelque sorte, ont confié ou ont délégué à des associations les questions qui auraient pu être les leurs, les missions qui auraient pu être les leurs. Aujourd'hui, moi je m'intéresse et je m'interroge sur la question de l'association, dont aussi qui n'est pas un peu enfermée entre guillemets dans un rôle de répondre à une commande publique et qui de ce fait prend le risque, je dis, de perdre son statut d'association, à savoir sa richesse par rapport au débat qu'il peut y avoir dans l'association, son positionnement, sa capacité à innover et sa capacité à, je dirais, s'opposer dans le débat aux institutions et aux politiques au sens large. Je dirais, j'ai un peu peur que le statut d'association ne soit plus qu'un statut simplement, je ne sais pas contre vous en l'occurrence, qu'un statut juridique, mais qu'il ne soit plus le statut d'association avec cette capacité à militer, à débattre, à s'opposer. Qu'en est-il à votre niveau sur les questions d'insertion sur un territoire donné à un moment donné? S'il vous plaît, monsieur, avant, je voudrais compléter un petit peu la question par une question un peu similaire, mais pas tout à fait. À travers tout ce que vous avez dit, on voit que votre association est très professionnelle et s'occupe de cas très spécifiques. Si vous voulez, nous sommes confrontés dans notre réflexion sur les territoires à ce que j'appellerais une pauvreté ordinaire. Et c'est vrai que ça interpelle toujours quand
bien que le but soit louable, quand on entend dire, par exemple, on va assurer le logement aux détenus tant qu'ils sont libérés, etc. C'est certes quelque chose à faire. Mais quand on a en tête le chiffre que j'évoquais tout à l'heure des 15% de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté dans notre agglomération, il y a un tas de gens à la recherche de logement qui n'arrivent pas à se loger. Et on a tous les cas qui sont des cas bien plus ordinaires, bien sûr, que tous ceux que vous avez évoqués, qui sont, ça a été dit tout à l'heure, les personnes qui se retrouvent dans la rue pour différentes conditions, les jeunes qui se retrouvent jetés dehors de chez eux par leur volonté ou par la volonté des fois, hélas, des parents, les femmes qui se retrouvent seules avec des enfants, etc. Et tous ces problèmes-là, bien sûr, sont difficiles à prendre en charge. Je sais bien que dans le domaine social, tout est urgent, mais vous avez évoqué aussi, tout à fait au début de votre intervention, vous avez parlé de tunnels des associations. Et je crois que c'est un petit peu contre ça qu'il faut se battre. On a l'impression que chaque association travaille, certes efficacement, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de bonne volonté, dans des créneaux très spécifiques. Et on a l'impression, à force d'entendre, d'auditionner des gens dans ce domaine-là, qu'on manque un petit peu de cohésion. Est-ce qu'on va, à votre avis, vers plus de cohésion? Donc, écoutez, répondez déjà à la personne qui posé la question tout à l'heure. Les deux problématiques se rejoignent, c'est-à-dire que j'ai parlé de l'association L'Étape. Je n'ai pas parlé du fait que l'association L'Étape est adhérente à des mouvements et à des fédérations. Je pense à la FNARS, qui est la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale. Un des administrateurs et vice-présidents de l'association L'Étape, donc Monsieur Branchereau, qui est ici, représente l'association L'Étape au sein de la FNARS et du CA régional de la FNARS. Et effectivement, les associations sont aussi regroupées de façon à contribuer aux politiques publiques, de façon à participer à l'évolution et à apporter un regard dans la définition des politiques publiques. Les schémas départementaux, que ce soit au niveau de l'habitat, que ce soit au niveau des personnes handicapées, que ce soit au niveau de la protection de l'enfance, nous avons contribué et participé à la réalisation des schémas départementaux. Donc, le risque que vous dites, il me semble que c'est une évolution, qu'il y a une évolution, c'est-à-dire que la définition de la politique publique, elle est à un temps donné, et ensuite on est dans la réalisation d'une politique publique définie. Alors que il y a une quinzaine d'années, les choses étaient moins définies en termes de politique publique, et donc il y avait on avait l'impression qu'il y avait plus de latitude et plus de marge. Là, il y a effectivement une évolution. Par rapport à l'ensemble de la population telle que vous le dites, c'est vrai que l'action dont je vous ai parlé, c'est une action qui qu'on pourrait imager en disant qu'on est au fond du panier. Je suis tout à fait d'accord. Il n'empêche que vous voyez, dans le champ de la pauvreté, c'est plus complexe, parce que la pauvreté, c'est un résultat, c'est un constat où les données économiques sont extrêmement importantes, où effectivement les revenus des personnes jouent un rôle déterminant. Si on prend dans le champ du handicap, et je pense à un secteur du handicap dont vous avez certainement pris en compte une partie du développement, qui est le handicap psychique. On sait aujourd'hui statistiquement que 45% des Européens, nous sommes dans notre proximité, famille, voisins, vous voyez, vraiment des relations proches ou collègues confrontés à des personnes qui souffrent
de handicap psychique. Le handicap psychique est vraiment une forme de maladie sociale, on pourrait dire, qui se développe de façon extrêmement importante. Et qui rejoint complètement la question de la pauvreté. Parce que c'est des personnes qui sont en situation de précarité et de pauvreté et qui sont très bien qui sont localisées sur certains quartiers nantais, qui sont les ponts. Hein. C'est-à-dire qu'on prend l'hôpital Saint-Jacques. Entre l'hôpital Saint-Jacques et le centre-ville, il y a les ponts, il y a le quartier République, avec un habitat relativement ancien, où il n'y a pas de diversité sociale, où effectivement il y a des catégories sociales extrêmement précarisées. Donc dans le champ du handicap où nous travaillons, il y a toute cette population-là. Nous sommes en train de développer un projet avec ProBTP pour effectivement proposer de l'habitat adapté dans le secteur à partir de Saint-Jacques jusque Bougnay pour travailler en appui sur, alors puisque c'est avec ProBTP, sur l'EHPAD de Bougnay, qui est donc un établissement personnes âgées à la Croix-Jeannette, mais qui est médicalisé en termes gériatriques, puisque les personnes handicapées psychiques sont des personnes qui souvent vivent des conditions de vie difficiles, déstructurées, et elles souffrent des conséquences des médicaments. Donc il y a une vieillesse prématurée, on pourrait dire, et des troubles neurologiques. Et donc là, nous sommes en train de travailler. Alors, ça rejoint des problématiques de l'Agence régionale de santé et du Conseil général pour travailler en lien entre population adulte handicapée en situation de grande précarité. On le fait avec des associations de famille, l'UNAFAM et Pas à Pas, hein, et donc la gériatrie et les personnes âgées. Et je pense que, vous parliez de tunnel, voilà un exemple où effectivement on a essayé de sortir la tête de notre tunnel pour s'associer avec d'autres qui ont d'autres compétences et proposer quelque chose qui n'existe pas sur l'agglomération. Bonsoir, Maurice Guimendego. Votre présentation me touche au fond de moi-même et je tiens à vous en remercier personnellement. Vous parlez de pauvreté, mais la pauvreté ordinaire, la Fondation Abbé Pierre, pas plus tard qu'hier sortait son rapport, hein, donc il présente encore une plus grande pauvreté qu'on l'on imaginait. L'INSEE a corroboré ce qui existait déjà depuis quelques années. Enfin, l'INSEE en a parlé. La question que je souhaitais vous poser, vous avez en partie répondu à celle qui concerne les associations tunélisées. Hein, vous avez donné la réponse, mais bon, hier j'ai rencontré une toute petite association qui s'appelle Toi et moi, et d'ailleurs qui me charge de distribuer un certain nombre de prospectus que vous allez sans doute en prendre connaissance. La question que je souhaitais vous poser, porte sur vos relations avec les loueurs sociaux. Quelle type de relation vous entretenez avec ces bailleurs sociaux? Nous avons d'excellentes relations avec les bailleurs sociaux. Parce que l'association L'Étape, c'est 280 logements et lieux d'habitat sur l'agglomération nantaise. Nous travaillons avec tous les bailleurs sociaux de l'agglo. Nous avons également des logements loués dans le parc privé. Nous sommes l'association est propriétaire de quelques maisons et logements. C'est-à-dire que par rapport à des populations qui sont insérées dans des quartiers pavillonnaires, nous avons fait l'analyse que si nous n'achetions pas les pavillons, de par l'augmentation des loyers, on se trouverait exclus. Mécaniquement, hein. C'est-à-dire que pour habiter dans un lotissement à l'intérieur de la petite couronne nantaise, ça coûte quand même aujourd'hui en locatif 900 à 1000 euros par mois, et pour héberger des personnes, heureusement que l'association est devenue propriétaire de ces maisons-là à une autre époque. Donc excellente relation avec les bailleurs sociaux, hein. Sachant que pour les bailleurs sociaux, nous sommes aussi une garantie. Ils ont quelqu'un à qui s'adresser et ils sont sûrs d'être payés du loyer. Donc ça fonctionne bien. Oui. Est-ce que ça représente un fort pourcentage de vos logements? Oui. Le CHRS est quasiment
en totalité en bailleur social, oui, ça représente 85% peut-être de nos logements. Oui. Oui, bonsoir, Armand Hamon, donc président des Eaux Vives. Donc nous nous connaissons bien avec l'étape, puisque je rassure, tout à l'heure une question a été posée, beaucoup d'associations sur Nantes et l'agglomération, nous ne sommes pas du tout en concurrence, on est même complètement complémentaires. Ce qui prouve que la détresse aujourd'hui, elle est énorme, Alors, je suis un petit peu gêné pour prendre la parole, mais j'ai trouvé la présentation vraiment très bien faite, félicitations. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, justement, de ce qui se passe sur l'agglomération. Je dirais de la grande agglomération, parce que nous, on est aussi en dehors. Alors, je vais pas présenter les Eaux Vives, c'est 13 établissements. Et c'est surtout la question de monsieur quant à l'hôpital de Nanterre qui me pousse à prendre là. Nous travaillons dans l'urgence. On a un pôle d'urgence avec 4 établissements sur Nantes. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les gens que nous accueillons là ne sont pas les mêmes personnes que vous avez à Nanterre. Ils sont aujourd'hui carrément c'est même plus la précarité, ils sont complètement désocialisés et ils sont pas dans la démarche de réinsertion aujourd'hui. On estime à peu près à 60% qui sont sous addiction, dans le sens large du terme. Plus de 80% sont en difficulté psychique. Et quand Paul Ross a parlé tout à l'heure, 45% qui constate lui dans le psychique, nous c'est qui relève de la psychiatrie. Donc le problème, il est immense. Alors nous, dans l'association, alors là, je réponds un peu tout le monde. Les résultats, évidemment, quand on arrive à sortir quelqu'un du fond du trou, on est content, et vraiment. Mais c'est une échelle, et les barreaux sont très espacés, inégaux et très espacés. Et faire monter un barreau à une personne, c'est déjà un succès. Alors, là, vous parliez aussi donc vous avez parlé des accueillis immigrants. Donc, on a également un CADA, donc un centre d'accueil des demandeurs d'asile, et le STARIP. Là aussi, la demande est forte. Alors, ce que je disais tout à l'heure, nous sommes complémentaires, mais nous travaillons ensemble, puisque tout à l'heure, on parle du logement. Monsieur Ross, tout à l'heure, a parlé du SIAO. Nous sommes partie prenante. Nous sommes actuellement 13 ou 14 associations à s'être regroupées pour justement faciliter l'accès au logement des personnes. Donc nous, on a un CHRS aussi, mais également nous traitons de mémoire 163 logements, mais plutôt dans la partie nord du département. Voilà ce que je voulais dire, c'est apporter quelque chose au débat. Merci. Oui, en termes d'association, un autre exemple, donc le Conseil général de Loire-Atlantique a fait un appel à projet pour un établissement de 24 places en Loire-Atlantique pour des jeunes qui sont des jeunes en rupture complète. Et donc le Conseil général, depuis la loi de 2007 de protection de l'enfance, est responsable donc des jeunes qui sont confiés à la protection de l'enfance. Et il y a actuellement en Loire-Atlantique une 60aine de jeunes pour qui le Conseil général ne peut pas exécuter les mesures. Donc des jeunes qui restent dans leur famille, qui restent dans des situations que tout le monde dénonce comme devant être modifiées. Donc appel à projet pour 24 places et on a répondu à 8 associations coordonnées. Vous voyez, donc il y a vraiment, par rapport aux questions associatives que vous posiez, il y a vraiment un mouvement qui est en train de se faire, c'est-à-dire que dans leur complémentarité, un certain nombre d'associations ont compris et ont décidé de ne plus avancer seules. C'est-à-dire de se coordonner, mais également de se coordonner en termes structurels, pas seulement d'être en bon partenariat, mais de réellement se mettre ensemble pour faire les choses. Donc avec certainement, on ouvre la porte là à des, vous voyez, avant de venir cet après-midi avec une autre association de protection de l'enfance où on parlait de la création d'un poste de chef de service qui serait à mi-temps chez eux, à mi-temps chez nous. C'est-à-dire effectivement du personnel partagé, enfin bon.
des choses qui sont en train de bouger, mais qui ne peuvent bouger que si nous, on bouge dans nos têtes. Parce que c'est une conception différente qu'il faut que nous acceptions de mettre en œuvre. Alors voilà, c'est peut-être un marché en expansion. Oui, moi je... Bien, il y a une dernière question peut-être Pas vraiment une question, plutôt un point de vue par rapport... Donc Jean-Pierre Branchereau, je suis vice-président de l'Étape. Par rapport à la question du positionnement par rapport aux politiques. C'est vrai que quand on est, Paul peut peut-être le dire aussi librement qu'un administrateur, mais un administrateur non plus n'est pas libre au bout du compte, quoi. Quand on rentre dans une administration, dans une association, pardon, c'est avec des idées, des valeurs, l'idée de militer, et puis très rapidement, on est pris dans une logique qui est celle de la distribution des fonds par les autorités de tutelle. Et on comprend vite que si on n'est pas dans le sens de la politique mise en place, eh bien, on va perdre des financements, on va avoir des problèmes d'emploi. Donc, c'est vrai que là, il y a une contradiction quand même qui est pas facile toujours à résoudre. Par exemple, c'est vrai qu'on est complémentaires, mais la politique actuelle, c'est de nous mettre en concurrence. Il y a par exemple une volonté d'évaluer le coût de la prestation par personne qui bénéficie de la prestation, et puis bien sûr de favoriser les associations qui coûtent le moins cher. Alors là, la seule réponse qu'on a trouvée, c'est justement à l'échelle de se regrouper, c'est la FNARS, qui, elle, peut répondre au nom de toutes les associations. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Hein. Ou alors, tu parlais des demandeurs d'asile. Bon, la FNARS aujourd'hui, dans la lettre qu'elle émet régulièrement, se démarque de la position de la tutelle de Loire-Atlantique qui vous a demandé, je crois, hein, donc je parle à ta place, qui vous a demandé d'évacuer les sans-papiers pour, en période de froid, accueillir les gens qui étaient à la rue. Moi, je peux le dire parce que je suis pas concerné. Toi, tu peux le dire. Toi, tu peux le dire moins librement. Donc voilà l'exemple même de. Alors peut-être que j'en ai dit trop par rapport à des subventions qui vont nous être sucrées. Je s'en serais navré. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une contradiction quand même de base. Voilà. Si vous le voulez bien, on va conclure sur ces propos. Notre président a dû s'absenter pour d'autres occupations, donc charge à moi de conclure cette soirée. L'intervention a été très très intéressante et très professionnelle. On sent Paul Rose passionné par sa mission. On a vu qu'il y avait un large éventail d'actions dans le domaine, bien sûr, tous les domaines qui ont été explorés. Moi, je retiendrai que l'habitat et un habitat que j'appellerais adapté est une des conditions premières de l'insertion. Vous avez d'ailleurs très justement insisté sur la différence entre habitat et hébergement. C'est vrai qu'on voit pas toujours ça sous cet angle-là, mais je pense que c'est essentiel de le voir de cette manière. Je conclurai simplement sur un terme général. Au fur et à mesure des auditions, nous percevons mieux, bien sûr, l'ampleur de la tâche et tout ce qui reste à faire dans la lutte contre la précarité et l'insertion. Et voilà, je pense qu'il faut qu'on essaye d'épauler le monde associatif, qu'il soit plus pro comme la vôtre ou sur la base de plus de volontariat comme beaucoup d'autres, pour essayer de sortir de ce que j'appellerais les expériences et d'arriver vers des actions de masse qui me paraissent, de masse, oui, on peut appeler ça comme ça, qui me paraissent indispensables compte tenu de la situation que l'on vit actuellement et qui va en se dégradant. Voilà, merci à tous.